Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion des applications linéaires. Et cette leçon est destinée aux élèves de terminale C et D, de façon générale terminale scientifique, et ça peut s'étendre vers les élèves de classe de prépa. Mais cela est plus basé pour les élèves de terminale. Alors, je vous avertis déjà dès le départ que c'est une leçon assez complète. Alors, la vidéo s'étend jusqu'à 24 minutes. Donc, je vous prie de rester scotché, de bien prendre des notes et pour pouvoir poser peut-être des questions s'il y a des zones d'ombre. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous déjà dans la dégustation ou encore dans la nouvelle découverte des applications linéaires. Alors, sans plus tarder, nous allons rappeler d'abord ici grand E et grand F représentent ici des espaces vectoriels réels. Donc, lorsqu'on parle des espaces vectoriels, ce sont des espaces dont les éléments sont des vecteurs. Et dans cet espace, on applique deux lois. Donc, deux opérations sont possibles. La multiplication d'un vecteur par un scalaire et l'addition de deux vecteurs. Alors, pour notre fameux chapitre, nous parlons ici des applications linéaires, donc il nous faut définir c'est quoi une application linéaire. Pour ce faire, on appelle une application petit f définie de E vers F, celle-ci est linéaire si et seulement si pour tout vecteur U et V qu'on prendra dans l'espace vectoriel E, l'image donc f de U plus V est égale à f de U plus f de V. Alors, deuxième condition, c'est que pour tout vecteur U de E et pour tout réel alpha, f de alpha fois U est égal à alpha fois f de U. Donc, voilà un peu les deux conditions que doivent remplir notre application f pour qu'il soit appelé application linéaire. Alors, nous allons remarquer une chose. Ces deux conditions peuvent être réunies ensemble et se résument en une seule condition que nous allons présenter ici. Cette application sera dite linéaire si seulement si on se donne deux vecteurs U et V de E et deux réels alpha et bêta de R. Et nous avons f de alpha U plus bêta V égale à alpha f de U plus bêta f de V. Alors, l'application de cette définition, nous allons le faire. Il y aura une vidéo qui va nous parler de ça. Pour le moment, nous présentons juste les notions. Par la suite, nous allons aborder la notion de vocabulaire. Au niveau des vocabulaires, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, un homomorphisme. Un homomorphisme, c'est une application linéaire qui est définie d'un espace vectoriel E vers un autre espace vectoriel F. Les deux espaces vectoriels sont différents. Alors, un isomorphisme, ce n'est autre qu'un homomorphisme bijectif ou encore une application linéaire bijective. Donc, il faut savoir que l'espace vectoriel de départ est différent de l'espace vectoriel d'arrivée. Alors, un endomorphisme est une application linéaire définie d'un espace vectoriel E dans lui-même. C'est-à-dire que l'espace vectoriel de départ correspond à l'espace vectoriel d'arrivée. Et enfin, un automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. Donc, il doit d'abord être défini de E vers E et enfin, doit aussi être bijectif. Et on va voir à la longue comment faut-il démontrer qu'elle est bijective. Pour le troisième point, nous allons parler des éléments, quelques éléments qui vont vraiment intervenir, qui sont très importants dans le noyau et l'image d'une application linéaire. Commençons par le noyau de F. On a déjà défini que F était une application linéaire. Alors, le noyau de F, qui est noté par ker F. Donc, si l'application linéaire c'est G, on va noter ker G. Si l'application linéaire c'est H, on va noter ker H. Donc, ce n'est autre que l'ensemble des vecteurs U de notre espace vectoriel E qui ont pour image par F le vecteur nul de grand F, donc de l'ensemble d'arrivée. Alors, comment faut-il écrire de façon plus mathématique? Nous avons RF égale à quoi? On prend U appartenant à E. Lorsque je cherche à déterminer F de U, donc l'image de vecteur U par l'application F, je retrouve le vecteur nul. Et comme les éléments sont des vecteurs, donc nous allons chercher quel est cet ensemble qui englobe tous ces vecteurs. Donc, en partant par ça. Par la suite, nous allons parler ici, au deuxième point, nous allons parler de l'image. Alors, c'est quoi l'image d'une application linéaire F? C'est l'ensemble des vecteurs U' de F qui ont au moins un antécédent par F. Le vecteur nul U de E. Donc, par la définition, voilà ce que nous avons.
On a im f égale à quoi? On prend u' dans f, donc qui est l'espace vectoriel d'arrivée, et on calcule f de u égale à quoi? U'. Alors, il y a un théorème très important qui réunit le noyau et l'image. Quel est ce théorème? Il faut savoir que le noyau et l'image sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que la dimension du noyau plus la dimension de l'image correspond à la dimension de l'espace vectoriel. Et quand on parle de la dimension d'un espace vectoriel, on fait allusion au nombre de vecteurs de base, au nombre de vecteurs que contient sa base. Donc, d'où la fameuse notation. Alors, pour le point 4, nous allons parler de l'ensemble des vecteurs invariants par l'application linéaire. Déjà, lorsqu'on parle de invariant, ça veut dire qui ne change pas. Donc, par définition, on va appeler par l'ensemble des vecteurs invariants de f, qui sera noté par inf de f. Donc, ne pas confondre im de f qui représente l'image de f et inf de f qui représente l'ensemble des vecteurs invariants par f. Donc, nous aurons tous les vecteurs u de e qui ont pour image eux-mêmes par f. De façon mathématique, nous avons inf de f égale à quoi? On prend tout vecteur u de e. Lorsqu'on cherche son image ne change pas. Par exemple, si on était dans l'ensemble réel, par exemple, f de 2 égale à 2. Voilà. Donc ici, f de u égale à u, f de v égale à v, f de i égale à i, etc. Au point 5, nous allons parler de l'ensemble des vecteurs propres d'une application linéaire. Alors, dans l'ensemble des vecteurs propres, c'est quoi? On va le noter ici. E, indice lambda, avec lambda 1 réel. C'est l'ensemble des vecteurs U de l'ensemble E dont leur image est collinéaire à U. Donc, mathématiquement parlant, nous avons quoi? Si je prends un vecteur U de E et un réel lambda, voilà, j'ai un réel lambda. Donc, lambda ici, pourquoi le lambda apparaît? Le lambda, c'est pour parler de la collinéarité. Donc, f de u égale à lambda u. Voilà comment se définit. Mais nous allons remarquer quelque chose. Nous allons remarquer que dans cette somme des valeurs propres, si on remplaçait le lambda par 0, nous allons obtenir le noyau parce que 0 fois u, c'est le vecteur nul. Donc ici, E0, ce n'est autre que le noyau. Si je remplaçais lambda par 1, je retrouve l'ensemble des vecteurs invariants. Et si je remplace lambda par moins 1, alors ici, j'obtiens l'ensemble des vecteurs transformés en leur opposé. Donc, voilà un peu les cas particuliers de l'ensemble des vecteurs propres d'une application linéaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi? On dit qu'une application est linéaire, f est un automorphisme involutif. Cela veut tout simplement dire quoi? Nous avons su déjà être automorphisme, veut tout simplement dire que je suis un endomorphisme, mais bijectif. Et si je suis encore involutif ou encore je suis une involution, ça veut tout simplement dire que f range f est égal à f. Donc, lorsqu'on me compose par moi-même, on retrouve encore moi-même. Donc, nous allons exploiter tout ça grâce à une nouvelle vidéo où il y aura l'application. Alors, une autre notion qu'il faut retenir, c'est que l'application linéaire peut être définie à partir de trois données. La première donnée, c'est l'image des vecteurs de base de son espace vectoriel auquel elle est définie. La deuxième possibilité, c'est à partir de son expression analytique. Et enfin, la dernière possibilité, c'est à partir de sa matrice. Donc, à partir d'une matrice, je peux définir une application linéaire. Alors, nous allons commencer à exploiter, excusez-moi, l'expression analytique. Avec l'expression analytique, c'est d'abord quoi une expression analytique? Ici, je me permets de manipuler juste un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire, comme on l'a vu tout à l'heure, définie de E dans lui-même. Alors, on va munir notre espace vectoriel d'une base B. Alors, on dit soit U et U', deux vecteurs de U, tels que U' égale à F de U. Ça veut dire U', l'image de U par F. Alors, déterminer l'expression analytique de f revient tout simplement à exprimer les coordonnées de U' dans la base dans laquelle vous cherchez
expression analytique en fonction des coordonnées de U, mais en se servant de l'égalité U' égale à f de U. Donc ici aussi, nous allons voir comment ça se passe. Alors nous avons cet exemple où on nous dit que l'espace vectoriel E est muni de sa base canonique B, formé des vecteurs I et J, soit F l'endomorphisme de E défini par F de I égale à moins 2I plus 3J et F de J égale à moins I plus 2J. Alors vous voyez cette représentation ici, les vecteurs de base sont I et J. Donc notre espace vectoriel est de dimension 2 parce qu'il n'a que deux vecteurs dans sa base. Et f de i et f de j représentent ici les images des vecteurs de base. Donc, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, une application linéaire peut être définie par les données des images des vecteurs de base. Alors, à partir de cette donnée, on me demande de déterminer l'expression analytique de f dans la base E. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord exprimer U' et U dans la base I et J. Alors, U', on se donne égal à X' I plus Y''J et U égale à XI plus YJ. Et comme U' est l'image de U par F, alors on va donc écrire l'égalité U' égale à F de U. À partir de cette égalité, on va remplacer U' par son expression ici définie et U par son expression pour nous donner. Voilà ce que nous obtenons. Mais comme f est une application linéaire, on a dit que lorsque c'est une application linéaire, alors les réels peuvent sortir. D'accord? Donc, je peux, la somme, f de la somme, l'image de la somme des vecteurs est égale à la somme des images de ces vecteurs. Donc, ce qui nous permet donc d'écrire f de xi plus f de yj, tout simplement parce que f est une application linéaire. Alors, on avait aussi dit que comme f est une application linéaire, alors f de alpha u égale à alpha f de u. Donc, on pourra donc sortir les x pour avoir xf de i plus yf de j. Or, f de i, c'est donné, f de j aussi est donné. Je vais remplacer. Voilà, nous allons remplacer ici. Une fois remplacé, nous développons notre expression et nous obtenons ce qui est ici. Donc, moins 2xi plus 3xj moins yi plus 2yj. Alors, je vais regrouper les i entre E et les J entre eux pour obtenir la relation suivante. Or, vous savez que l'expression analytique, c'est exprimer les coordonnées de U' en fonction de celles de U. Donc, si on peut voir par comparaison, x' égale à quoi? Moins 2x moins y. Et y' égale à quoi? 3x plus 2y. Ce qui me permet d'avoir l'expression analytique de f. Voilà comment est-ce qu'on détermine l'expression analytique. Et cela est aussi, reste pareil si on se plaçait dans un espace vectoriel de dimension 3, c'est-à-dire dont la base est IJK par exemple. Alors, le septième point, nous allons parler de la matrice d'une application linéaire. La matrice, c'est quoi la matrice? La matrice, ce n'est autre qu'un tableau dont les colonnes sont formées des coordonnées, des images, des vecteurs de la base par l'application linéaire dont on veut déterminer la matrice. Donc, si nous avons l'application linéaire f qui est définie de E vers f, alors on munit cette application, cet espace vectoriel de la base E1, E2 jusqu'à En. Alors, on appelle matrice d'une application linéaire de f, c'est comme on vient de le dire, dans la base B, parce qu'une application linéaire, excusez-moi, une matrice peut changer en fonction de la base. Mais malgré qu'elle peut changer en fonction de la base, ce qui reste en commun, c'est le déterminant. Peu importe d'une base à une autre base, le tableau change, mais le déterminant reste inchangé. Et nous allons voir ça dans les exercices, comment ça marche. Alors, nous allons donc dire les colonnes de notre matrice sera formées des images des vecteurs de base, c'est-à-dire nous avons f de E1, je place les coordonnées suivant la colonne, f de E2, je place les coordonnées f de E3, ainsi de suite jusqu'au dernier vecteur. Donc, s'il n'y a que deux vecteurs dans la base, telle que la base précédente, c'était la base IJ, donc on va placer les coordonnées de f de I, f de J de façon verticale. Alors, pour cette partie de matrice aussi, je me suis donné la peine de pouvoir vous présenter comment faut-il déterminer la matrice d'une application linéaire connaissant les images des vecteurs de base, mais aussi connaissant
l'expression analytique. Alors, nous allons commencer avec l'exemple 1. Nous avons cette application linéaire f qui est définie par la donnée des images des vecteurs de base. Donc ici, on a dit qu'il faut placer suivant la verticale. Alors, nous avons ici f de i a pour coordonnées -2 et 3. Donc, je place -2 et 3 suivant la verticale. F de j a pour coordonnées -1 et 2. Donc, je place -1 et 2 suivant la verticale. Pourquoi? Parce que ce sont les images des vecteurs de la base. J'espère que ça va. Pour le deuxième exemple ici, on me présente l'expression analytique. Or, lorsque vous avez maintenant l'expression analytique, là, il faut faire très attention. C'est différent avec les images des vecteurs de base. Pour l'expression analytique, on prend les valeurs telles que c'est disposé. Et que c'est 1 et moins 5, 2 et moins 5, excusez-moi, c'est 2 et moins 5. Et là, -3 et 1. -3 et 1. Pourquoi ici 1? Parce que devant Y, lorsque vous ne voyez pas le nombre, il faut savoir que c'est 1. D'accord. Nous allons prendre un troisième exemple. Cette fois-ci, nous nous plaçons dans un espace de dimension 3. Nous avons les images des vecteurs de base. Donc, f de i égale à ça, f de j, f de k. Mais il faut aussi savoir que les vecteurs sont pris de façon ordonnée. Donc, on commence par f de i, f de j, f de k. Quelles sont les coordonnées de f de i? Donc, nous avons -2, 3 et 1. C'est ce que nous plaçons ici sur la première verticale. Les coordonnées de f de j, nous avons 3 sur 4, 2 et moins racine carrée de 2. Donc, 3 sur 4, 2, moins racine carrée de 2. Et enfin, pour le dernier vecteur f de k, or, la base commence par i. Ici, il n'y a pas de i, donc la valeur qui est devant i, c'est 0. Par la suite, nous avons j. Là aussi, il y a j, c'est -2. K, c'est 3. Voilà, je viens de déterminer la matrice de l'application f ainsi définie. Pour le quatrième exemple, nous aurons ici, on nous présente ici l'expression analytique, mais toujours dans l'espace de dimension 3. Donc ici, il faut nous prendre les valeurs telles qu'elles sont disposées parce que c'est l'expression analytique. Alors ici, autant pour moi, nous avons ici les x. D'abord, je vérifie. La première ligne, nous avons 1. Voilà. Deuxième ligne, nous avons -1. Troisième ligne, il n'y a pas de x, donc c'est 0. La deuxième colonne, nous suivons maintenant les y. Ici, sur la première équation, j'ai -1. La deuxième équation, il n'y a pas de y, c'est 0. Troisième équation, pas de y, c'est 0. Et enfin, pour le z, c'est la troisième colonne. Nous avons donc ici 2, 3 et enfin 1. À cette première ligne, nous avons 2 devant z. Deuxième équation, nous avons 3 devant z. Et enfin, la dernière équation, nous avons 1 devant z. Voilà là aussi déterminer la matrice de cette application linéaire. Remarque, qu'est-ce que nous allons remarquer? En amont, nous avons dit que un automorphisme est un endomorphisme bijectif. Nous avons aussi affirmé que un isomorphisme est une application linéaire bijective. Alors, comment faut-il démontrer que une application est bijective connaissant sa matrice? Alors, connaissant la matrice d'une application linéaire, pour montrer que celle-ci est bijective, il suffit de calculer le déterminant de sa matrice. Donc, si le déterminant de sa matrice est différent de 0, alors elle est bijective. Au cas contraire, elle ne l'est pas. Et pour le calcul du déterminant, vous êtes libre. Vous avez la méthode de Sarrus, la méthode de cofacteur, etc. Tout dépend de vous. Et enfin, le tout dernier point qui va clore notre chapitre, ce sont les applications linéaires particulières. Au niveau des applications linéaires particulières, nous allons commencer par la projection vectorielle. La projection vectorielle, c'est quoi? Une application linéaire f de E vers grand F est une projection vectorielle si et seulement si la composée de f par lui-même égale à f, donc c'est-à-dire si elle est involutive, ou encore le produit des matrices redonne encore la matrice. Donc, M fois M redonne encore M. Nous allons voir comment ça se passe dans la pratique. Quels sont les éléments caractéristiques d'une projection vectorielle? Les éléments caractéristiques d'une projection vectorielle, nous avons d'abord la base. La base, c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs invariants par F. Donc, il suffit de déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par F. Vous aurez votre base. Et enfin, la direction d'une projection vectorielle, c'est son noyau. Nous avons déjà eu à définir c'est quoi le noyau. Deuxième application linéaire particulière que nous allons étudier ici, c'est la symétrie vectorielle. C'est quoi la symétrie vectorielle? La symétrie vectorielle
une application linéaire F est une symétrie vectorielle si et seulement si la composée de cette application linéaire par elle-même nous redonne l'identité du plan. Et nous allons voir c'est quoi aussi l'identité du plan pour ceux qui n'en ont pas l'idée. Donc, ça veut dire que c'est une application qui redonne encore la même image. En fait, si je détermine l'image de X par l'identité, je retrouve encore X. L'image de U par l'identité retrouve encore U. Donc, lui, il ne change pas, il ne transforme pas les vecteurs. Il les laisse intacts, identiques. Voilà. Le produit matriciel ici, le produit de la matrice de notre application, nous donne le I qui c'est la matrice identité. Les éléments caractéristiques, tout comme avec la projection vectorielle, la base d'une symétrie vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc, la projection vectorielle et la symétrie vectorielle ont en commun la base. Et en ce qui concerne la direction d'une symétrie vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs transformés en leur opposé. Nous avons vu ça au niveau des cas particuliers des ensembles, des ensembles des valeurs propres. Donc, nous avons dit que E-1 est égal à quoi? E appartenant à EF de U égale à quoi? Moins U. C'est l'ensemble des vecteurs transformés en leur opposé. Et enfin, ce qui est très important ici, il faut savoir que lorsque nous travaillons dans R2, dans un espace de dimension 2, ici, on considère la base IJ. Pour déterminer la matrice identité que nous avons vue tout à l'heure, c'est la matrice qui est présentée ainsi. Donc, nous avons 1, 0, 1, 0. Et nous remarquons qu'il n'y a que 1, les 1 suivant la diagonale et les 0 de l'autre côté. Deuxième chose qu'il faut savoir, comment déterminer le noyau d'une application linéaire connaissant l'expression analytique. Alors, il suffit de poser x' égale à 0, y' égale à 0, et essayer de voir si les équations sont identiques pour que ce soit une droite vectorielle, etc. Nous allons voir ça aussi dans les applications. L'ensemble des vecteurs invariants, ici, on va poser x' égale à x, y' égale à y, et voir ce qui viendra après. Pour déterminer l'ensemble des vecteurs transformant leur opposé, nous allons poser x' égale à moins x, y' égale à moins y. Pour déterminer l'ensemble des valeurs des vecteurs propres, excusez-moi, nous allons faire quoi? Vu que le réel ici c'est lambda, donc on aura x' égale à lambda x, y' égale à lambda y, et on poursuit les calculs. Pour déterminer la composée de f par elle-même, nous allons poser dans x second égale à x'. Avec x', tu connais déjà, donc tu vas remplacer par l'expression de x' pour voir ce qui est à la fin. Y' aussi, on doit avoir à la fin égale à y', et on verra comment ça se passe. Maintenant, dans le cas où nous retrouvons f rang f égale à l'identité, donc ça veut tout simplement dire que le résultat final doit être x second égale à x, y second égale à y. Mais pour le f rang f égale à f, x second doit être égal à x', et y second égale à y'. Donc là, c'est lorsque nous travaillons dans R2. Sur R3, comment ça se passe? Nous allons refaire la même chose, mais sans les valeurs propres. Donc, pour la matrice identité, voilà ce que nous avons 1, 1, 1, parce que c'est 3 dimensions. Pour le noyau, x', y', z', on pose tout ça égal à 0. Pour l'ensemble des vecteurs invariants, x' égale à x, y' égale à y, z' égale à z, vous remarquez qu'il n'y a que le z qui s'ajoute. De même ici aussi, pour l'ensemble des vecteurs transformés en leur opposé, c'est le z' qui s'ajoute qui est égal à moins z. Et pour l'ensemble des vecteurs propres aussi, c'est le z' qui s'ajoute qui est égal à lambda z. Et enfin, pour la composée f rang f égale à f, c'est le z second qui doit être égal à z'. Et enfin, f rang f égale à l'identité de f, c'est le z second qui est égal à z'. Alors, il y a une notion que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure. Il y a encore une autre possibilité pour justifier que une application linéaire est bijective. C'est quoi? C'est une application linéaire est bijective si et seulement si le noyau se réduit au vecteur nul de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire de f. Donc, dans le cas où le noyau se réduit à l'ensemble au vecteur nul et que la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace vectoriel, là aussi nous dirons que notre application linéaire est bijective. Voilà, nous sommes au terme de notre résumé, notre cours. Alors, je vous inviterai à la prochaine vidéo pour voir comment s'appliquent toutes ces notions et je vous exhorte à
vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune suite de nos vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci.